En tête de ce Médiatrain numéro 2, un film des actualités Gaumont tourné voici 70 ans. C'était en 1926, l'inauguration de la Flèche d'Or entre Paris et Calais. Ensuite, initiation à la conduite d'un diesel de légende, la CC 65000, dont l'un des derniers exemplaires œuvre aujourd'hui au cœur de l'Auvergne. Un acte de préservation hors du commun. Une Micheline, une vraie, vient d'être rapatriée de Madagascar par son concepteur, Michelin. Une accumulation d'ouvrages d'art sur un parcours splendide. C'est une ligne de banlieue, mais une banlieue entre ciel et mer, la Côte Bleue. Et pour fermer la marche de ce Médiatrain numéro 2, une initiative contre le désert ferroviaire. Les élus de la Lozère découvrent en Gruyère un réseau régional performant. Un film des actualités Gaumont, tourné voici 70 ans. C'était en 1926, l'inauguration de la Flèche d'Or entre Paris et Calais. Initiation à la conduite d'un diesel de légende. La CC 65000, toujours à l'œuvre, au cœur de l'Auvergne. « 40 ans après ses premiers tours de roue à La Rochelle, la CC 65005 vit une deuxième carrière sur la ligne du Livradois-Forêt en Auvergne. Tout débute aux petites heures du jour par les longs préparatifs qui caractérisent la traction diesel à l'ancienne, pompe à huile, puis à gazole. Ambiance salle des machines digne d'un cargo. Quoi de plus naturel pour un engin que l'on surnommait sous-marin et pour Michel Sauvadet qui fut quartier-maître dans la Royale avant de devenir mécanicien titulaire de la CC 65005. Dès la mise en route, une sonorité familière nous ramène au monde ferroviaire. Le rugissement clair et puissant des deux groupes V12 MGO. MGO du nom de leur constructeur, Marep, Grossens et Ollier. Un moteur de légende que les CC 65000 partageaient avec les autorails X2800 entre autres. « 40 ans d'âge et une triple paternité. Outre le motoriste SACM, des équipements électriques d'origine Alstom et une construction mécanique signée CAFL. Mise en service du frein automatique. Très vite, la pression d'air dépasse les 4 kg. La machine est disponible. Engagement de l'inverseur de marche vers l'arrière. Michel commence une longue série de manœuvres. Nous sommes ici sur l'embranchement de l'usine récemment construite à Courpierre par les cartonneries d'Auvergne. Mission tri-hebdomadaire de la CC 65005, enlever les wagons de rognures de papier et les conduire à Giroux, à 12 km de là, où les déchets seront recyclés dans une autre usine du groupe Celta.
La CC va donc former un véritable train complet, une fonction inattendue pour une exploitation lancée à l'origine dans un but touristique, mais qui est devenue l'activité numéro 1 de l'association Agrivap. Après avoir refoulé jusqu'à l'extrémité du tiroir, la 65 000 commence par dégager une rame de wagons vides que l'usine n'a pas pu charger dans les temps. Il va falloir les remonter à Giroux pour les garer en attente sur un plan de voie beaucoup plus développé. Deuxième phase, avec Philippe Pache à la manœuvre, sortir les wagons de rognure de la remise bâchée, la banane, où ils ont été chargés par les caristes de l'usine. C'est là qu'intervient le petit locotracteur Renault qu'Agrivap a racheté à une centrale thermique de Lorraine. Lancement un peu laborieux dans la froidure matinale. Mais les 200 chevaux de l'increvable diesel Willem atteignent vite leur température et arrachent aisément les 6 wagons chargés. Tous ces véhicules, d'anciens couverts G70 du Cernam, présentent une particularité unique. Ils sont entièrement ouverts d'un côté, celui où s'effectuent les chargements et les déchargements, et sont toujours maintenus fermés de l'autre. Agrivap a acheté et adapté 55 wagons de ce type. Refoulement vers l'amont. Le loco pousse la rame jusqu'à la bascule où les wagons seront pesés un à un. Ensuite, retour à la CC qui va refouler pour réunir wagons vides et wagons pleins. Ouais, c'est bon Michel, tu peux refouler. C'est parti. 3 wagons, 3. 2 wagons, 2. 1 wagon. 5. 4. Accostage en douceur grâce à la liaison radio avec Philippe. Stop. C'est bon. Ok Philippe. Enfin, départ vers Giroux. Ça va, tu peux tirer. Et Michel va vraiment tirer. C'est une rampe de 30 qui relie l'embranchement de la cartonnerie à la pleine ligne.
Après une bonne heure de manœuvre, le train se dirige enfin vers les gorges de la Dore. Vitesse maxi, 30, comme sur toute ligne à trafic restreint. À cette allure, ce n'est pas un infime saupoudrage de neige qui va poser problème. On a la chance de descendre le matin, donc ça brise la glace. Ça fait la trace, quoi. Et quand on remonte, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, pour 1800 chevaux et sur des rampes limitées à 13 pour 1000 en ligne, l'étonnage reste très raisonnable. Donc ça fait 350. C'est la moyenne, hein. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Après la traversée du défilé, dominée par le village de Sovia, la vallée s'élargit et la déclivité s'apaise. 5 pour 1000, parfois 8. La chapelle et le viaduc de Saint-Just annoncent Giroux. « 394 mètres d'altitude, kilomètre 423 de Paris, sur cette ligne qui reliait jadis Vichy et Le Puy. Pour l'équipe, le plus gros effet. Voilà, ça va être rapide, hein, là, maintenant. Il reste à répartir les wagons vides et chargés. Les premiers seront remisés sur les voies de service, les seconds seront rangés le long du quai de chargement de la cartonnerie. Pour une si petite localité, le plan de voie est impressionnant. Il faut dire que le PLM avait eu la clairvoyance de le développer dès la construction de l'usine au tournant du siècle. Aujourd'hui, l'activité fret d'Agrivap bénéficie à Giroux de la base de travail qu'elle n'aurait pas pu trouver à Courpierre, ni sur l'embranchement de l'usine, réduit au strict minimum, ni même dans la gare proprement dite, puisque la SNCF l'utilise encore pour des trains de bois.
Dernière manœuvre de l'inverseur de marche. Quelques minutes suffiront pour atteler les wagons vides qui descendront à Courpierre après-demain. Pour Michel et Philippe, c'était une journée comme toutes les autres. Et pourtant, depuis 1990, les dizaines de milliers de tonnes de vieux papier qu'ils ont conduites de Courpierre à Giroux représentent le trafic le plus important et le plus régulier jamais assuré en France par une exploitation née de la passion des belles mécaniques et du vrai chemin de fer. Un acte de préservation hors du commun. Une Micheline vient d'être rapatriée de Madagascar par son concepteur, Michelin. Tananarive, capitale de la République malgache. Au cœur de la grande île, la ville conserve l'empreinte de 60 années de présence française. Une impression qui se confirme lorsque l'on découvre, dans un faubourg, les vestiges de deux authentiques Micheline des années 50, transformées en habitation. Ben voilà, ça fait depuis 20 ans que j'habite là. J'ai mis les deux Micheline côte à côte. J'ai mis la toiture pour protéger de la pluie. Et là où nous sommes, c'est la chambre des enfants. Bon voilà, ici c'est la chambre à coucher. Et par là c'est le salon. Vous voyez ici j'ai pu conserver le porte-bagages et persiennes. Et par là c'est la salle à manger. Et ici c'est le poste de conduite que j'ai transformé en cuisine. La découverte était de taille et elle ne pouvait pas laisser indifférent Jacques Rouffet, ingénieur à la manufacture Michelin. Bon, voilà, la fameuse Micheline, le pare-bufflier, le châssis n'a pas bugné. Alors, bien sûr, le moteur, il n'est plus là, mais le berceau est impeccable. C'est plein de racines, mais enfin, ça, c'est pas un problème. Impec. ZM 514, c'est la première des 4, commandée en 38 avant la guerre, et elle a été livrée en 50, donc ZM 514. Ça me fait un petit coup au cœur. Voyons la tôle. Elle a pris encore. La lune n'a pas bougé. Impeccable. Promptement rachetées, les deux carcasses seront vite libérées de la végétation tropicale qui s'était développée autour d'elles en 20 ans de sédentarité. Première étape, le transfert des deux voitures aux ateliers des chemins de fer malgaches. Courte distance, mais gros travail. Et l'autre, elle est soulevée. Bon, le problème de transport de cette caisse de Micheline est théoriquement simple puisqu'elle ne fait que 4 tonnes. Elle fait bien sûr 13 mètres de long, ce qui est assez encombrant, mais vu sa légèreté, elle est très fragile. Elle est en aluminium au point de vue caisse et c'est surtout le châssis, un châssis en acier allégé qui peut vriller si on ne fait pas les opérations d'une façon très difficile. À Madagascar comme ailleurs, un sauvetage, ça s'arrose. Nous commençons par la Micheline. Mais ici, on préfère l'alcool de palme. Il protégera les deux Micheline des mauvais esprits.
Nous étions au printemps 1995. Outre les deux caisses, Jacques Rouffet avait trouvé, aux abords du dépôt, des châssis de bogies et des roues. Il y a un paquet de roues, feuille à l'essentiel. Première conclusion, la réhabilitation, c'est possible. Heureusement, les archivistes du réseau avaient soigneusement conservé les plans d'origine, et même ceux des fauteuils en osier. Une reconstruction à l'identique pouvait débuter. Tout, absolument tout, a été repris par les cheminots malgaches. La tôlerie, les bogies, la transmission, le freinage. Pour les fameux pneus rails, pas de problème. Michelin en a spécialement fabriqué un lot suffisamment nombreux qui pourrait équiper des trains entiers de Micheline. Ça va tourner rond, oui, ça. Ah, ça tourne rond, oui, c'est très bien. Et alors ce moteur est puissant, là. Oui, tu penses c'est- qu'on c'est- peut c'est rouler à là. quelle vitesse avec la Michelin? Bon, avec là, c'est à 100 km/h. 100 km à l'heure. Oui, oui. Avec la mise en place du bogie à 3 essieux, le dénouement approche. Enfin, le diesel Panhard démarre au quart de tour. Instant d'émotion, la 514 est fin prête et elle retrouvera le sol français dès le 12 décembre. Dans la foulée, deux autres Michelin de la même série, la 516 et la 517, alias Vico Vico et Tsikiriti, viennent de renaître de leurs cendres. Arrêtées au début des années 90 pour cause d'épuisement du stock de pneus, elles circulent à nouveau sur le Tananarive, côte Est. Le voyage commence par la traversée de la banlieue, où la Micheline se taille un franc succès. Tout au long de ces 368 km qui seront parcourus en 8 heures, on retrouvera les méthodes traditionnelles d'exploitation en voie unique, et notamment les échanges de dépêches en marche. Après le point culminant, à près de 1500 mètres s'il vous plaît, débute la descente vertigineuse de ce que l'on appelle ici la première falaise. 27 km en pente de 25 pour 1000, jalonnée de 15 tunnels et d'un nombre incalculable de courbes de 100 mètres de rayon. Une percée héroïque achevée en octobre 1909. Un banc d'essai impitoyable pour les pneus rails qui montrent bien leur endurance. Avec la boucle d'Angiro, la voie tombe à moins de 1000 mètres d'altitude. C'est le palier du Mangoro qui sépare les deux falaises. Voici la plaine côtière à 240 km de Tananarive et dans la moiteur tropicale. Fauteuil en osier, service du thé, le confort qu'offrait la Micheline à monsieur le gouverneur général de la France d'Outre-mer lorsqu'il devait embarquer à bord du paquebot des messageries maritimes pour rejoindre la métropole.
Tamatave, terminus d'un voyage de rêve sur le Tananarive côte Est. Mais nouveau départ pour les Michelines franco-malgaches. C'est le premier sauvetage d'engins ferroviaires conduit par un industriel français. Quand on mesure l'ampleur de la tâche accomplie, on admet qu'il fallait être gonflé. Une accumulation d'ouvrages sur un parcours splendide. C'est une banlieue entre ciel et mer, la Côte Bleue. Tracée entre ciel et mer, cette ligne ne connaît que les trains de banlieue et les citernes d'hydrocarbures. Construite aux portes d'une agglomération millionnaire, elle reste presque inconnue. C'est l'une des plus belles lignes de France, celle de la Côte Bleue, de l'Estac à Martigues. Au début du siècle, les ingénieurs ont choisi un tracé côtier bâti en corniche sur la chaîne calcaire de l'Estac. Un choix qui nous vaut aujourd'hui une accumulation d'ouvrages d'art bondissant de crique en calanque sur un littoral miraculeusement préservé. Au fil des viaducs, les connaisseurs en architecture ferroviaire reconnaîtront la griffe de Paul Séjourné, talentueux et omniprésent. Une signature qui se révèle pleinement au viaduc des Eaux Salées. La Côte Bleue, c'est une sorte de point sublime qui s'étire sur une douzaine de kilomètres de la sortie de l'Estac jusqu'à l'approche de Carie. Tout commence de façon banale au milieu d'une banlieue industrieuse, jusqu'à l'Estac, où notre ligne se détache de l'artère impériale. C'est ici que débute la succession des tunnels et des viaducs. Au débouché du tunnel du Rio Tinto, plus d'usines, plus de banlieues, tout prend une autre dimension. La rame s'élance d'abord sur le viaduc de la Corbière, puis aborde le viaduc des Loubacons. Passage en vitesse du site de l'ancienne station du Rove, reconnaissable à l'encorbellement qui en supportait le quai. À partir d'ici, plus de routes parallèles. Le rail ne joue plus qu'avec la roche et la mer. Le tunnel de la Vesse ouvre sur le viaduc du même nom. Passé Niolon, voici le viaduc du Jonquier.
La BB 67400 court à 100 à l'heure sur sa corniche. Facile en quasi-palier avec une mini-rame de 95 tonnes. Mais ici, les conducteurs surveillent tout autre chose que l'adhérence ou l'effort de traction. À la belle saison, des dizaines de citadins insouciants arpentent la voie avec parasol et glacière pour accéder à tel ou tel crique. Mais Jean, le viaduc de 105 mètres enjambe quelques cabanons réunis autour d'un port minuscule, dans la plus pure tradition marseillaise. Ralentissement sur le viaduc de Montvalon au fond de l'anse de la Redonne. On se croirait sur une ligne du Péloponnèse et l'impression se confirme lorsque l'on découvre le style de la gare. Dans ce coin de paradis, la bâtisse pourrait exciter bien des convoitises de promoteurs. Enfin, voici le viaduc des Eaux Salées. Avec ses 90 mètres, ce n'est pas le plus grand, mais c'est incontestablement le plus élégant des 17 viaducs de la ligne. Le relief s'adoucit, la pinède recouvre le calcaire. La voie commence à s'enfoncer vers l'intérieur des terres. C'est dans un cadre bien différent que notre banlieue redeviendra bleue. À Martigues, une gare stratégique, une véritable ruche ferroviaire. Je vois les postes là. Je te dis ça. C'est Fos-Coussoul. Ici, c'est un trafic fret intense, bien que 100% diesel, qui vient s'ajouter à la demi-douzaine d'allers-retours voyageurs quotidiens. Première gare de France pour les transports de gaz, Martigues gère les trains complets formés sur les embranchements du site de la Véra. Mais Martigues, c'est aussi la tête de pont d'un véritable colosse d'acier, le viaduc de Caronte. Du nord au sud, 2 travées fixes de 51 mètres, la fameuse travée mobile de 114 mètres, puis 7 travées fixes de 82 mètres. Au total, 942 mètres de treillis lancés au-dessus du chenal qui relie l'étang de Berre à la Méditerranée. Près du double de la longueur d'un garabi, même si la hauteur est beaucoup plus modeste, le rail n'est qu'à 24,50 mètres du niveau de l'eau. Et une histoire plutôt tumultueuse. Achevé en 1915, l'ouvrage fut neutralisé en août 1944. Pour couvrir leur retraite, les Allemands avaient dynamité la pile supportant la travée mobile et renfermant le mécanisme de rotation. Une travée levante provisoire à voie unique permit de rouvrir la ligne fin 1946. Mais la reconstruction définitive, presque à l'identique, ne prit fin qu'en novembre 1954. Malgré une position réellement stratégique, tant pour le trafic ferroviaire que pour la navigation. C'est donc à l'intérieur de la pile que se trouve le cœur du géant, le mécanisme de rotation. Dans la salle principale, le centre du cercle est occupé par l'énorme pivot. Entre les 4 moteurs électriques et les galets s'interpose un sigle familier entre tous, mais peu répandu dans le monde ferroviaire, le double chevron d'André Citroën, qui a fourni les transmissions du mouvement. Enfin, les contacts électriques, anciens mais infaillibles, assurent la liaison entre la cabine de commande et la machinerie. La procédure débute en gare sur le pupitre qui gère l'ensemble de la zone Martigues-Port-de-Bouc.
Dans la cabine du pont, l'anémomètre indique qu'un calme plat, l'ouverture, peut s'effectuer. Bon alors, je récupère une clé dans un transmetteur pour pouvoir fermer les carrés. Je prends ma clé, je mets un service, batterie, marche. Il faut attendre 1, 2, 3 minutes pour le battement des freins. Ensuite, on met sur automatique et sur ouverture. Premier acte. Des vérins soulèvent les rails, maintenant désolidarisés des sections courantes. Ensuite, par translation des 4 supports latéraux, la travée tournante cesse de reposer sur les culées en maçonnerie. Tout le poids de la travée est désormais reporté sur le pivot central. La rotation peut débuter. Les structures métalliques défilent lentement. Dans quelques secondes, l'ouvrage pourra livrer passage à un pétrolier géant. Mais le trafic maritime est plutôt aléatoire. Pas de cargo annoncé, ni pour ce jour-là, ni pour les jours à venir. Cette ouverture n'est qu'une opération de contrôle, un rite auquel le service mécanique doit sacrifier chaque semaine. Et opération inverse pour la fermeture. C'est la capitainerie du port qui commande l'ouverture du pont, dès qu'est annoncé un bateau dont le tirant d'air excède 21 mètres. L'opération ne peut s'effectuer que dans des conditions climatiques favorables. Par temps calme, aucun problème, 2 des 4 moteurs suffisent. Si le vent dépasse 20 nœuds ou 36 km/h, on doit utiliser les 4 moteurs. Enfin, lorsque le Mistral souffle à 100 km/h et plus, toute manœuvre est interdite. On se souvient de bateaux restés prisonniers de l'étang de Berre pendant plusieurs jours. Dernier détail, l'ouverture ne peut intervenir que dans les plages horaires convenues entre le port autonome de Marseille et la SNCF. D'où cette curieuse alternance sur le graphique des circulations, de longues périodes inanimées et de véritables batteries de trains. Il n'y a qu'à arrêter. Voilà, arrêt, batterie, on prend la clé. Il faut que le voyant en circulation autorisé soit apparent. Et je rends la clé et terminé. Lui, il ouvre ses carrés, il récupère une clé là-bas pour ouvrir ses carrés. Et en fin de journée, l'ouvrage est rendu à ces trains complets que Martigues expédie à intervalles serrés vers tous les complexes pétrochimiques d'Europe. Une initiative contre le désert ferroviaire. Les élus de la Lozère découvrent en Gruyère un réseau régional performant. L'Arzalier, ligne Mende-la-Bastide, altitude 1215 mètres. Depuis toujours, le point culminant des voies ferrées du Massif central apparaît au plus bas des tableaux comptables. À tel point que la menace d'un désert ferroviaire absolu se précise. Unique alternative à la fermeture, une véritable rationalisation. Un chemin de fer exemplaire, c'est ce que les élus de la Lozère sont allés découvrir en Gruyère. En Suisse, pas de doctrine, mais des missions.
Sur le plan économique, on doit assurer le transport du fret des marchandises dans l'ensemble du canton. Voilà une première mission. On doit favoriser l'éclosion du tourisme et le développement touristique dans l'ensemble du canton de Fribourg. Donc, cela signifie le maintien du chemin de fer et un chemin de fer capable, même à voie étroite, de transporter toutes les marchandises sur l'ensemble du réseau. Aussi, objectif d'économie d'énergie, on doit assurer, quelle que soit la situation sur le marché de l'énergie, notamment sur le marché pétrolier, une desserte de base de l'ensemble de la population fribourgeoise. Raison pour laquelle on maintient le chemin de fer, on maîtrise l'énergie électrique par les entreprises électriques et on maintient un réseau de trolleybus dans les villes. Tout à coup, il y a un pétrole sur le plan d'approvisionnement pétrolier, on peut assurer une desserte de l'ensemble du canton et de la ville. Et je dois dire qu'en 1974, c'est la crise pétrolière qui a sauvé le chemin de fer. Ensuite, on doit assurer la décentralisation de l'habitat. On se rend compte que dans les villes, les gens deviennent rapidement des anonymes, il y a des masses qui sont incertaines, et il y a l'intérêt supérieur de la collectivité est de maintenir la vitalité des régions rurales, des villages, et un village maintient sa vitalité s'il a de bonnes communications vers les centres. Illustration parfaite, ce train mis en route sur 12 km seulement pour les écoliers. Premier contact à Romont, sur la grande artère CFF Lausanne-Berne. C'est d'ici que part la voie normale GFM qui rattache Bulle, 16 000 habitants, au réseau fédéral. Embarquement de la délégation conduite par Janine Bardou, sénateur de la Lozère. D'emblée, contrastes et similitudes se bousculent. Romont est à Bulle ce que la Bastide pourrait être à Mende, si l'on multipliait les fréquences par 3 sur le translozérien. Prise de conscience immédiate. De la SNCF elle-même sur ces zones, sur l'adaptation de ces lignes secondaires au nouveau transport. Je crois qu'il n'y a pas eu cette réflexion. Je crois qu'ils veulent les supprimer. Je pense que ce n'est pas dans la politique générale qu'ils veulent poursuivre. Avec des compositions qui varient au gré des besoins et des heures de la journée, l'automotrice assure 10 liaisons quotidiennes avec Bulle. Bulle, une ville moyenne, mais une grande gare entièrement reconstruite en 1992. Ici, les chemins de fer fribourgeois enregistrent 3500 voyageurs chaque jour. Le hall central est aussi accueillant qu'une aérogare. Et l'on y trouve le même choix de services, comme partout en Suisse. Mieux encore, le GFM, qui pratique une véritable coordination rail-route depuis 50 ans, a rapproché train et car dans ses nouvelles installations. Correspondance tous azimuts. En un clin d'œil, cette rame à voie métrique qui arrive de Palaisieux échangera ses voyageurs avec sa grande sœur en voie normale et une demi-douzaine d'autocars, puis repartira vers Montbovon. Bien sûr, tout cet ensemble est géré électroniquement, mais on a su éviter l'excès technologique. La recette, c'est la polyvalence. Un mot qui rime avec confiance, visite guidée par le directeur adjoint, Michel Ansermé. Les gens que vous avez vus sur le tracteur, ils font, enfin tout le monde conduit les tracteurs, ils font aiguilleurs, ils ont beaucoup d'aiguilles à main qui mettent en place.
Comme là, tout ce qui clignote sont des aiguilles à main. Le chef de mouvement ne sait pas dans quelle position elle est, cette aiguille. Donc on n'a pas de moteur d'aiguille, pas d'électrification d'aiguille, à part celles qui sont à distance ici, à part celles qu'on a là pour les ateliers. Et cette tête de faisceau-là, plus un branchement qui se trouve là-dessous, là, ce sont toutes des aiguilles à main. Donc au CFF, à la SNCF, c'est impossible, impensable dans une gare comme ça. Alors ça vient du fait que nos gens conduisent tracteurs, font de la manœuvre, font des aiguillages, tout ça, mais ils sont dans le terrain un peu partout. Transfert aux ateliers de Planchy. Un établissement commun aux voies métriques et normales, ouvert en 1986. Ici, on assure toutes les interventions sur un parc de 200 véhicules des deux écartements, jusqu'à des réhabilitations complètes. Témoins, les deux bébés d'origine est-allemande qui viennent d'être rachetés et remis à neuf par les GFM pour 400 000 francs suisses chacune. Une bonne affaire et du beau travail. Un équipement ultra moderne et complet, un personnel qualifié, mais une politique suivie d'apprentissage. Voilà comment la durée de vie du matériel peut dépasser le demi-siècle, tout en conservant une fiabilité à toute épreuve et bien sûr un aspect impeccable. Ici, pas de voiture délavée, pas d'aménagement défraîchi. Donc ça veut dire qu'il faut que vous dépensiez des sous. Bon, le problème c'est que si vous dépensez des sous et que vous n'avez pas mis le mettre. Niveau technique impressionnant, qualité de service époustouflante, situation économique irréprochable, la démonstration est magistrale. Il reste à se mêler aux voyageurs à bord d'une BE 4x4 de la voie métrique. 450 kW pour 47 tonnes, remorque comprise. Démarrage collé au dossier. Et dès la sortie de Bulle, découverte des Alpes. À son ouverture au début du siècle, la ligne Bulle-Montbovon n'était guère qu'un tramway rural établi à même la chaussée. La traversée du village d'Albeuve, même réaménagée, trahit bien cette origine. Mais d'année en année, la voie métrique a été reportée en accotement par tronçons successifs. Des courbes ont été rectifiées, des ponts ont été reconstruits. Résultat, une vitesse très honorable, jusqu'à 80 km/h, conciliée avec une desserte fine. Un arrêt tous les 2 km. En Gruyère, on se souvient qu'omnibus veut dire pour tous. Ultime point noir de l'ensemble du réseau, la traversée sur route du village de Montbovon. Mais le train est protégé et les voitures descendant face à lui sont retenues en amont. Et pour rappeler que le service public, le sens du patrimoine et l'activité touristique sont ici de vieux complices, retour avec le train rétro des GFM. En tête, l'automotrice numéro 111 de 1903. Viennent ensuite un fourgon postal et une voiture à essieu des anciens chemins de fer électriques de la Gruyère. Enfin, 2 véhicules à bogies provenant de la ligne CFF du Brunig, réaménagés en bar et en restaurant. Moins clinquant peut-être que le Glacier Express, mais sûrement beaucoup plus convivial. Parfait, absolument parfait. C'est question de... Ah oui, les transports. Bon, on arrivera bien Ultime découverte pour la Lozère en Gruyère, le vin blanc des rives du lac de Morat et la fondue. Ah oui. Voilà. Par exemple.
Il faut aller doucement, si je comprends. Première conclusion, à chaud. Je trouve que vous avez une organisation d'abord très dynamique, mais qu'il y a une rationalisation que nous ne connaissons pas en France. Alors, Madame le Sénateur, à quand ce dynamisme, cette rationalisation à l'Ars alliés? Sommaire du prochain numéro, la résurrection des chemins de fer de Provence, mais aussi le débarquement des 040 DA Baldwin à Cherbourg en 1945, le festival vapeur de la baie de Somme et d'autres sujets encore. Rendez-vous le 20 juin prochain.